Je comprenais maintenant pourquoi tout à l'heure, quand je l'avais vu sortir de chez madame de Villeparisis, j'avais pu trouver que monsieur de Charlus avait l'air d'une femme. C'en était une. Il appartenait à la race de ces êtres moins contradictoires qu'ils n'en ont l'air, dont l'idéal est viril justement parce que leur tempérament est féminin, et qui sont dans la vie pareils en apparence seulement aux autres hommes. Là où chacun porte inscrite en ses yeux à travers lesquels il voit toute chose dans l'univers une silhouette installée dans la facette de la prunelle, pour eux ce n'est pas celle d'une nymphe, mais d'un éphèbe. Race sur qui pèse une malédiction, et qui doit vivre dans le mensonge et le parjure, puisqu'elle s'est tenue pour punissable et honteux, pour inavouable son désir, ce qui fait pour toute créature la plus grande douceur de vivre, qui doit renier son Dieu, puisque même chrétiens, quand à la barre du tribunal ils comparaissent comme accusés, il leur faut, devant le Christ et en son nom, se défendre comme d'une calomnie, de ce qui est leur vie même. Fils sans mère, à laquelle ils sont obligés de mentir toute la vie, et même à l'heure de lui fermer les yeux. Amis sans amitié, malgré toutes celles que leur charme fréquemment reconnu inspire, et que leur cœur souvent bon ressentirait. Mais peut-on appeler amitié ces relations qui ne végètent qu'à la faveur d'un mensonge, et d'où le premier élan de confiance et de sincérité qu'ils seraient tentés d'avoir les ferait rejeter avec dégoût, à moins qu'ils n'aient affaire à un esprit impartial, voire sympathique, mais qui alors, égaré à leur endroit par une psychologie de convention, fera découler du vice confessé l'affection même qui lui est la plus étrangère. De même que certains juges supposent et excusent plus facilement l'assassinat chez les invertis et la trahison chez les juifs pour des raisons tirées du péché originel et de la fatalité de la race. Enfin, amants à qui est presque fermée la possibilité de cet amour dont l'espérance leur donne la force de supporter tant de risques et de solitude, puisqu'ils sont justement épris d'un homme qui n'aurait rien d'une femme, d'un homme qui ne serait pas averti et qui par conséquent ne peut les aimer, de sorte que leur désir serait à jamais inassouvissable si l'argent ne leur livrait de vrais hommes et si l'imagination ne finissait par leur faire prendre pour de vrais hommes les avertis à qui ils se sont prostitués. Sans honneur que précaire, sans liberté que provisoire jusqu'à la découverte du crime, sans situation qu'instable, comme pour le poète la veille fêté dans tous les salons, applaudi dans tous les théâtres de Londres, chassé le lendemain de tous les garnis sans pouvoir trouver un oreiller où reposer sa tête. Exclu même, hors les jours de grande infortune où le plus grand nombre se rallie autour de la victime, comme les Juifs autour de Dreyfus, de la sympathie de leurs semblables, auxquels ils donnent le dégoût de voir ce qu'ils sont, dépeints dans un miroir qui, ne les flattant plus, accuse toutes les tares qu'ils n'avaient pas voulu remarquer chez eux-mêmes, et qui leur fait comprendre que ce qu'ils appelaient leur amour découle non d'un idéal de beauté qu'ils ont élu, mais d'une maladie inguérissable. Comme les Juifs encore, se fuyant les uns les autres, recherchant ceux qui leur sont le plus opposés, qui ne veulent pas d'eux, pardonnant leurs rebuffades, s'enivrant de leur complaisance, mais aussi rassemblés à leurs pareils par l'ostracisme qui les frappe, l'opprobre où ils sont tombés, ayant fini par prendre, par une persécution semblable à celle d'Israël, les caractères physiques et moraux d'une race, parfois beaux, souvent affreux, trouvant une détente dans la fréquentation de leurs semblables, et même un appui dans leur existence, si bien que tout en niant qu'ils soient une race, ceux qui parviennent à cacher qu'ils en sont, ils les démasquent volontiers, moins pour leur nuire ceux qu'ils ne détestent pas que pour s'excuser, et allant chercher, comme un médecin à l'appendicite, l'inversion jusque dans l'histoire, ayant plaisir à rappeler que Socrate était l'un d'eux, comme les Israélites disent de Jésus, sans songer qu'il n'y avait pas d'anormaux quand l'homosexualité était la norme, pas d'antichrétiens avant le Christ, que l'opprobre seul fait le crime parce qu'il n'a laissé subsister que ceux qui étaient réfractaires à toute prédication, à tout exemple, à tout châtiment, en vertu d'une disposition innée tellement spéciale qu'elle répugne plus aux autres hommes que de certains vices qui y contredisent, comme le vol, la cruauté, la mauvaise foi, mieux compris, donc plus excusés du commun des hommes.
formant une franc-maçonnerie bien plus étendue, plus efficace et moins soupçonnée que celle des loges, car elle repose sur une identité de goût, de besoin, d'habitude, de danger, d'apprentissage, de savoir, de trafic, de glossaire, et dans laquelle les membres mêmes qui souhaitent de ne pas se connaître aussitôt se reconnaissent à des signes naturels ou de convention, involontaires ou voulus, qui signalent un de ses semblables au mendiant dans le grand seigneur à qui il ferme la portière de sa voiture, au père dans le fiancé de sa fille, à celui qui avait voulu se guérir, se confesser, qui avait à se défendre, dans le médecin, dans le prêtre, dans l'avocat qu'il est allé trouver. Tous obligés à protéger leur secret, mais ayant leur part d'un secret des autres que le reste de l'humanité ne soupçonne pas, et qui fait qu'à eux les romans d'aventure les plus invraisemblables semblent vrais, car dans cette vie romanesque, anachronique, l'ambassadeur est ami du forçat. Le prince, avec une certaine liberté d'allure que donne l'éducation aristocratique et qu'un petit bourgeois tremblant n'aurait pas, en sortant de chez la duchesse s'en va conférer avec la Pache. Partie réprouvée de la collectivité humaine, mais partie importante, soupçonnée là où elle n'est pas étalée, insolente, impunie là où elle n'est pas devinée, comptant des adhérents partout, dans le peuple, dans l'armée, dans le temple, au bagne, sur le trône. Vivant enfin, du moins un grand nombre dans l'intimité caressante et dangereuse avec les hommes de l'autre race, les provoquant, jouant avec eux à parler de son vice comme s'il n'était pas sien, jeu qui est rendu facile par l'aveuglement ou la fausseté des autres, jeu qui peut se prolonger des années jusqu'au jour du scandale où ses dompteurs sont dévorés. Jusque-là, obligés de cacher leur vie, de détourner leur regard d'où ils voudraient se fixer, de les fixer sur ce dont ils voudraient se détourner, de changer le genre de bien des adjectifs dans leur vocabulaire, contrainte sociale légère auprès de la contrainte intérieure que leur vice, ou ce qu'on nomme improprement ainsi, leur impose non plus à l'égard des autres, mais d'eux-mêmes, et de façon qu'à eux-mêmes, ils ne leur paraissent pas un vice. Mais certains, plus pratiques, plus pressés, qui n'ont pas le temps d'aller faire leur marché et de renoncer à la simplification de la vie et à ce gain de temps qui peut résulter de la coopération, se sont fait deux sociétés dont la seconde est composée exclusivement d'êtres pareils à eux. Cela frappe chez ceux qui sont pauvres et venus de la province, sans relation, sans rien que l'ambition d'être un jour médecin ou avocat célèbre, ayant un esprit encore vide d'opinion, un corps dénué de manières et qu'ils comptent rapidement orner, comme ils achèteraient pour leur petite chambre du quartier latin des meubles d'après ce qu'ils remarqueraient et calqueraient chez ceux qui sont déjà arrivés dans la profession utile et sérieuse où ils souhaitent de s'encadrer et de devenir illustres. Chez ceux-là, leur goût spécial, hérité à leur insu comme des dispositions pour le dessin, pour la musique, est peut-être à la vérité la seule originalité vivace, despotique.